7 erreurs d'aménagement qui fonctionnent super bien chez moi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de différents exemples de choses que je déconseille très fortement dans mes formations et que pourtant j'ai fait chez moi et pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne chez moi, même si ça ne fonctionne pas forcément dans la majorité des cas. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Maëlys Dorn, architecte d'intérieur et fondatrice de l'école Home et du réseau des Homers. C'est quoi la spécialité à l'école Home? C'est l'optimisation d'espace avec une approche particulièrement centrée sur à la fois quel est l'habitat dans lequel on se trouve, donc les contraintes techniques du bâtiment, et particulièrement centré surtout sur quels sont les humains qu'on fait cohabiter ensemble, parce que c'est ça un projet de maison, en fait c'est un bâti et un foyer. Donc l'idée c'est d'abord de bien connaître tout le monde, sa maison et son foyer, pour pouvoir faire un projet pertinent. Si c'est votre objectif, alors je vous conseille vivement de télécharger le guide des 10 questions à se poser pour réussir son projet. Vous trouverez son lien téléchargeable gratuitement juste en dessous de cette vidéo. Premier point, positionner une plaque de cuisson devant une fenêtre. Pourquoi c'est rarement pertinent? Parce que c'est important dans une cuisine d'avoir une hotte aspirante, que si on n'a pas de hotte aspirante, eh bien on dégage des vapeurs d'eau, des vapeurs de graisse et on dégueulasse un petit peu tout. Cette hotte aspirante, généralement, elle est positionnée contre un mur et du coup, si on place sa plaque devant une fenêtre, on ne peut pas mettre de hotte aspirante. Et effectivement, ici, je n'ai pas mis de hotte aspirante. Mais en réalité, si, j'en ai mis une parce que j'ai sélectionné une plaque aspirante avec un système d'aspiration centrale qui va être hyper efficace. Ici, on voit ici que les buées, les vapeurs d'eau, les fumées sont directement aspirées à l'intérieur. En réalité, c'est même encore plus efficace qu'une hotte qui est positionnée à distance de la plaque parce là, on est vraiment au plus proche de la zone qui crée en fait ces vapeurs et ces fumées. L'inconvénient en fait de ce type de plaque, c'est l'encombrement sous la plaque, puisque évidemment, on n'a pas la hotte aspirante au-dessus, mais on l'a en dessous. On a le moteur ici en dessous qui va encombrer à peu près un tiroir, comme ça. Donc ensuite, c'est le fonctionnement classique d'une hotte aspirante. Soit on extrait l'air à l'extérieur, soit on le renvoie à l'intérieur après l'avoir filtré. Donc pour ça, on va avoir ici un système assez intelligent. Une première grille ici. Ici, on a la grille métallique qui est le filtre à graisse, comme dans une hotte classique, standard aujourd'hui. Un récupérateur d'eau, si jamais ou de liquide, si on fait déborder une casserole, pas de souci, ça se récupère là-dedans et ici. Et puis ici, on a un système de filtre à charbon qui va filtrer toutes les odeurs en fait. Voilà. Et qui va pouvoir être changé une fois par an. Ça passe au lave-vaisselle. Et ça aussi. Donc, hyper facile d'entretien. Deuxième point, placer la poubelle loin du plan de préparation. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça que je déconseille. Je déconseille surtout de placer la poubelle sous l'évier. Pourquoi c'est important d'éviter de placer la poubelle sous l'évier? Parce que généralement, quand on cuisine et quand on utilise la cuisine à plusieurs, parce qu'on est en train de préparer le repas ou bien de terminer le repas, il y a deux endroits où on va être beaucoup, c'est l'évier et la poubelle, pour débarrasser ou pour enlever ses épluchures, etc. Donc si on place les deux au même endroit, on est constamment en train de se gêner parce qu'il y en a un qui veut aller dessous et nous, on est là devant. Voilà. Donc, clairement, on évite de placer les poubelles sous l'évier dans la mesure du possible. Évidemment, parfois sur des toutes petites kitchenettes, on ne peut pas trop faire autrement, mais sur des toutes petites kitchenettes, généralement, on n'est pas à plusieurs dedans. En revanche, ce que je préconisais beaucoup jusqu'ici, c'était de placer sa poubelle stratégiquement plutôt sous le plan de préparation. Le plan de préparation, c'est celui qui se situe entre l'évier et la cuisson. Je lave mes légumes, je les coupe ici, je les prépare,
puis je les cuis. Je lave mon poisson, je le prépare et je le cuis. C'est le plan de préparation, c'est le plan le plus important dans une cuisine. Donc, quand on se retrouve avec son plan très encombré ici, ça peut être hyper pratique d'avoir une poubelle en dessous et puis on vire tout et on referme la poubelle. Oui, sauf que désormais, on fait tous son compost, qu'on habite en ville ou à la campagne. Donc, maintenant, ce qu'on va plutôt avoir, c'est des petites poubelles mobiles comme ça pour le compost qu'on va pouvoir utiliser soit sur le plan de préparation ici au moment où on cuisine pour jeter ces épluchures de légumes, soit on va le positionner au moment où on débarrasse au-dessus du lave-vaisselle pour vider son assiette avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Et puis par contre, il existe toujours un autre type de déchets, ceux qui ne sont pas compostables. Et pour ça, une poubelle en boule linéaire, une poubelle pose libre, clairement, moi, ça a été mon choix parce que ras-le-bol de nettoyer l'intérieur du placard de la poubelle encastrée qui, certes, c'est très joli, mais franchement, c'est vraiment galère à nettoyer. Donc, j'ai choisi une jolie poubelle, mais qui est pose libre, qu'on peut bouger pour aller éventuellement nettoyer derrière. J'ai fait attention à mettre du carrelage autour parce que sinon, je sais pertinemment que les peintures vont être très facilement tachées. Et puis, cette poubelle, l'avantage, c'est qu'elle a le tri sélectif, donc poubelle jaune, poubelle noire, et puis le compost. Donc, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on a encore le verre. Donc, soit on va le positionner sous l'évier, parce que là, pour le coup, c'est juste une bouteille de temps en temps, un pot de confiture. Soit on va le positionner dehors, mais on n'est pas obligé forcément d'encombrer sa cuisine avec ce type de déchets, les déchets en verre. Troisième point, avoir un évier sans égouttoir. Alors les éviers sans égouttoir, c'est super joli, c'est beaucoup plus déco. On a la sensation d'avoir gagné en plan de travail, mais en réalité, de toute façon, on aura toujours de la vaisselle qui aura besoin d'être égoutée, et donc forcément autant prévoir un égouttoir directement. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille en règle générale. Pourquoi je n'ai pas suivi cette règle ici? D'abord, ici, le choix de l'évier. On a un évier qui est très large avec un large bac plus un autre bac moyen que je vais pouvoir éventuellement utiliser comme un égouttoir, ou bien ici, je fais de la vaisselle et puis là, je vais laver des légumes ou inversement. Mais je vais pouvoir éventuellement utiliser cette partie-là donc comme égouttoir. J'ai ici un petit égouttoir également pour éventuellement juste laver un verre ou une tasse et le poser ici. Et puis surtout, ici, si je veux utiliser mes deux bacs d'évier et égoutter quelque chose directement sur le plan de travail, c'est possible parce que j'ai choisi un plan de travail en céramique, donc qui ne craint absolument pas l'eau. Donc là, on peut y aller gaiement. Quoi qu'il arrive, qu'on choisisse un bac d'évier avec ou sans égouttoir, il faut prévoir l'espace pour égoutter sa vaisselle, vous l'aurez bien compris, que ce soit un égouttoir mobile ou pas. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prévoir cet espace pour égoutter la vaisselle plutôt du côté opposé au plan de préparation, c'est-à-dire je lave mes légumes, je les coupe, je les cuis. Si j'ai mon égouttoir positionné ici, eh bien je vais passer au-dessus de la vaisselle propre avec mes légumes que j'ai rincés. Donc on va plutôt, dans la mesure du possible évidemment, privilégier un égouttoir qui soit sur le côté opposé au plan de préparation. Le mettre directement au-dessus du lave-vaisselle, c'est un excellent emplacement qu'on va plutôt privilégier. Quatrième point, mettre des WC dans une salle de bain. Alors pourquoi je déconseille ça dans mes formations? Si vous n'avez qu'un seul WC et qu'une seule salle de bain, eh bien le problème, ça va être que cette salle de bain et ces toilettes ne vont pas pouvoir être utilisées par deux personnes en même temps. Donc quand on est dans un petit studio, bon, aucun souci, mais quand on est dans une maison ou dans un appartement familial ou même en couple, on va toujours privilégier, dans la mesure du possible, de faire un WC indépendant de la salle de bain. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait ici? Parce que
Ici, on est dans un modèle de salle de bain, c'est la salle de bain de mes enfants. Déjà, premièrement, on a aussi un WC indépendant. Donc, on peut utiliser la douche sans gêner quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes en même temps. Donc, c'est un deuxième WC, on va dire, qui est dans cette salle de bain. Par ailleurs, cette salle de bain, elle est assez spéciale puisque le parti pris, ça a été de séparer plutôt la zone lavabo de la zone WC-douche, plutôt que de séparer la zone WC de la zone lavabo-douche. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui va prendre sa douche en même temps que quelqu'un qui se brosse les dents sans se gêner mutuellement. J'ai fait une vidéo complète sur ce concept de salle de bain familiale partagée. Vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Cinquième point, mettre une porte d'entrée vitrée. Pourquoi je le déconseille? Tout simplement parce que dans une maison, on n'a pas forcément envie que les gens qui passent dans la rue voient l'intérieur de notre maison. On n'a pas forcément envie, même si on a une petite allée qui nous éloigne de la rue, on n'a pas forcément envie que le facteur qui vient sonner ici regarde par la porte directement s'il y a quelqu'un. Alors pourquoi ça fonctionne ici et pourquoi j'ai quand même mis une porte vitrée chez moi, et même deux. Ici en fait on avait une vue sur le jardin qui était magnifique et que je voulais conserver depuis l'intérieur de la maison. Alors on garde quand même un esprit porte d'entrée ici, mais on a quand même cette lumière et cette vue sur le jardin dont on peut bénéficier depuis l'intérieur de la maison. Pourquoi on peut se le permettre? Parce que l'entrée de la maison, la sonnette de la maison en réalité, elle est loin, elle est au portail qui se situe relativement loin de la porte d'entrée. Ce qui fait que dans tous les cas, quand le facteur sonne, il sonne loin et il ne vient pas ici toquer à la porte et regarder ce qui se passe. Donc dans ce cadre-là, autant profiter d'avoir de la lumière chez soi. Ici, dans un deuxième logement, on a le même type de configuration. On est loin de la rue, loin du portail. On a cette petite allée qui nous amène ici, à la porte d'entrée. Avant, elle était opaque. J'ai choisi de la mettre complètement vitrée. Là, c'est clairement pour des raisons de lumière depuis l'intérieur de ce logement qui est un petit peu encaissé. Ici, on rentre directement dans le séjour. C'est aussi quelque chose que je déconseille fortement dans toutes mes formations. Il est important d'avoir une entrée qui soit vraiment un sas de décompression où on va déposer son manteau, ses chaussures et sa journée avant de rentrer dans le séjour. Ici, ça ne pose pas de souci parce que l'entrée se fait petit à petit, le fameux sas de décompression, il se fait dans le jardin en fait, puisqu'on a tout un chemin à parcourir avant d'arriver ici. On peut se permettre du coup d'avoir une porte vitrée qui est utilisée autant comme porte d'entrée que comme porte d'accès au jardin. Dans ce cadre-là, le placard à chaussures et le placard à manteau ne sont pas positionnés exceptionnellement directement après la porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'on va plutôt mettre les placards dans les zones sombres de l'appartement, qui est juste à côté, pas loin. Et ici, on va privilégier, dans les zones lumineuses, de mettre le canapé, la table de repas et d'en faire du coup une pièce assez conviviale. Donc clairement, avoir une entrée, c'est super important, mais toujours regarder la configuration de la maison, la façon dont on va circuler à l'intérieur et chercher à relever quels sont les points forts, les points faibles de la maison, sa lumière, son agencement, etc. Sixième point, avoir une entrée largement ouverte sur le séjour et une vue directe sur le jardin depuis l'entrée de la maison. Alors pourquoi c'est généralement à éviter? L'idée d'une entrée, comme je vous le disais à l'instant, c'est d'avoir un petit sas de décompression. Ce sas, on l'a déjà créé puisqu'on a une partie du jardin qui est là et donc on arrive depuis le jardin vers ensuite la porte d'entrée. Donc ça c'est pour le côté sas de décompression. Pour le côté, on voit directement le jardin ici. Pourquoi c'est important? Ça, c'est plus des notions de feng shui, de circulation d'énergie. L'idée, c'est que l'énergie dans une maison,
elle doit circuler plutôt en S. Donc en général, ce qu'on va privilégier, c'est d'avoir une entrée un petit peu refermée sur soi. Donc là, par exemple, on pourrait mettre un claustrat, on pourrait mettre une cloison ici. Je vais peut-être le faire d'ailleurs dans un deuxième temps. Mais ici, pourquoi ça fonctionne quand même si on a cette porte-fenêtre comme ça qui a une vue sur le jardin, pourquoi c'est à éviter? Parce que sinon, cette énergie, ce fameux chi, il va directement, il rentre par la porte, il ressort par la fenêtre et il ne fait pas le tour de la maison. Bon, ça c'est des notions un petit peu plus complexes, on ne va pas non plus s'étaler dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais l'idée, c'est de quand même travailler à ce sas-là, en travaillant quelque chose avec la couleur, avec un décroché de plafond qui va faire que l'entrée ici, elle est quand même bien marquée du reste du séjour. Le jardin, c'est moins gênant en fait de le voir parce qu'on n'est pas directement en train d'avoir une vue sur une piscine ou je ne sais quoi. On a simplement une vue sur quelques échantillons d'arbres, mais on en a déjà eu avant de rentrer dans la maison. Et puis surtout, on voit un petit peu le séjour, mais finalement, on ne voit pas tout de suite la cuisine et le salon qui restent un petit peu planqués, qui restent à découvrir. Et ça, c'est important de découvrir la maison petit à petit. C'est pour ça que l'entrée est un espace particulièrement important à marquer. Donc là, il est marqué de façon un petit peu plus soft, mais on garde quand même, voilà, il est marqué par les couleurs. Il y a cet effet très sombre qui va marquer encore une fois aussi l'entrée et nous permettre ensuite d'avoir là un espace qui est lumineux, qui est clair, qui est large, avec ici la cuisine et ici le salon. Septième point, avoir mon bureau positionné dos à la porte. Alors pourquoi généralement je conseille d'éviter ça? Toujours dans la mesure du possible évidemment, mais quand on a ici une porte qui s'ouvre, voilà, parce que maman ceci, maman cela, ou le conjoint, ou n'importe qui rentre, c'est très désagréable d'être en train de travailler et d'avoir directement quelqu'un derrière qui vient regarder ce que vous faites. Et cette sensation-là, c'est aussi quelque chose que je déconseille dans le positionnement du lit. Le lit dos à la porte, c'est aussi quelque chose qui ne nous donne pas une sensation de bien-être et de confiance, parce que en fait on peut toujours être surpris ici par derrière par n'importe qui, un cambrioleur ou je ne sais quoi, et le fait de ne pas le voir en face, eh bien ça joue sur le sommeil. Alors c'est pareil pour les bureaux, on va plutôt privilégier de mettre le bureau avec un contrôle de la porte. Pourquoi ici je ne l'ai pas fait et pourquoi ça fonctionne quand même? Eh bien parce que tout simplement ici, bon déjà mon bureau est suffisamment isolé de la maison, mais surtout ici, moi, ma priorité, c'était d'avoir la vue sur les fenêtres, sur le jardin depuis mon bureau. Clairement, ça c'était ma priorité. Donc je préfère avoir ici ce confort de travail, quitte à avoir une porte légèrement positionnée dans le dos. Ceci dit, elle n'est pas complètement dans mon dos, elle est quand même un petit peu décalée sur le côté. Et puis ce bureau mobile, au lieu de le positionner contre un mur, eh ben je peux, si je veux, aussi le bouger dans un sens ou dans l'autre. Et à ce moment-là, je pourrais, si vraiment c'est gênant, avoir le contrôle de la porte en positionnant, en positionnant plutôt mon bureau comme ça. C'est pas mal aussi d'ailleurs. C'est pas mal aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide YouTube à savoir que cette vidéo est intéressante et qu'elle peut la montrer à d'autres personnes. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour en recevoir d'autres. Et puis dites-moi en commentaire si vous aussi, chez vous, vous avez fait des choses que je déconseille dans les formations, comme les 7 points que je viens d'évoquer ici, ou d'autres points peut-être. Et puis, si vous avez appris quelque chose ou si vous avez envie que j'appuie sur un point particulier, eh bien faites-le moi savoir également dans la section commentaires. Si vous voulez vous former à l'optimisation d'espace, eh bien le meilleur endroit pour ça,
c'est l'école Home. Et si vous voulez être accompagné de façon personnalisée pour votre projet personnel, le meilleur endroit pour ça, c'est l'agence Optimise mon espace et le réseau des Homers. Vous avez tous les liens pour nous aider à vous aider. À très bientôt sur Optimise mon espace.